Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à Droit à la parole. Ce soir, je reçois un homme d'État, un fonctionnaire important dans l'administration minière dans notre pays, mais aussi surtout dans le combat que le pays a accepté de mener pour la transparence dans les industries extractives. Vous avez compris, je reçois le coordonnateur de l'ITIE, Monsieur Jean-Jacques Kayembe, bonsoir. Bonsoir, Willy. Vous avez accepté de nous recevoir chez vous ici parce que vous avez un devoir de redevabilité à l'égard du public qui soutient l'ITIE depuis de longues années. Mais en même temps aussi parce que nous avons beaucoup de questions à vous poser et nous espérons que cet entretien va se dérouler en toute sympathie et en même temps en toute rigueur parce que nous savons que vous êtes un homme de rigueur. Alors, je commence directement par vous poser la première question parce que je vous ai reçu il y a quelques mois, c'était vraiment l'année passée, quand vous venez de reprendre vos fonctions. Vous aviez promis déjà, comme urgence des urgences, la publication en décembre 2020 du dernier rapport parce que l'ITIE n'avait plus publié des rapports. Ces rapports étaient urgents et je suppose que ces rapports doivent avoir été publiés, même si nous ne l'avons pas vu en décembre. Merci beaucoup, Willy, pour cette question. C'est vrai qu'il y a quelques mois que j'ai été reçu par toi. Oui. Et nous avons parlé de la feuille de route que le comité exécutif nous a donnée lorsque nous avons été nommés par le chef de l'État en juillet 2020. Et la feuille de route pointait sur la publication du rapport ITE qui devrait nous amener au processus de validation qui, initialement prévu, c'était à partir du 16 avril. Mais avec la décision du conseil d'administration de l'ITIE international, le processus de validation va se dérouler au 1er janvier 2022. En tout cas, nous avons publié notre rapport, non pas en décembre, à cause des contraintes liées à la pandémie à coronavirus. Nous avons eu une dérogation, une prorogation des échéances jusqu'au mois de mars. Le rapport a été publié le 30 mars 2021. Dans la terminologie ITIE, on parle de dissémination. Oui, ça c'est déjà une activité de dissémination parce que je vais présenter l'essentiel de notre rapport avec tous les chiffres qu'il contient. C'est vraiment l'une des premières émissions qui nous permet de divulguer à grande échelle les résultats de notre rapport. Allons-y un peu parce que pour une petite synthèse, pour ceux qui nous suivent, et je sais que beaucoup de jeunes viennent d'entrer dans l'âge adulte, peut-être ne connaissent pas à peu près de quoi ça retourne. Alors revenons un tout petit peu. Je sais que c'est ardu de reprendre ce que vous savez mieux. Dites-nous un tout petit peu en quoi consiste ce rapport, pourquoi il était important de le publier. Oui, vous savez que notre pays a adhéré à l'ITIE depuis 2005 et chaque année nous publions un rapport que nous appelons un rapport de conciliation de données où nous publions les déclarations des recettes de l'État et les paiements des entreprises et nous faisons le matching pour montrer si ce qui est payé par les entreprises est réellement arrivé au compte du Trésor. Publier ce que vous payez. Oui, c'est parti avec le mouvement de la société civile, publier ce que vous payez. Alors, depuis tout ce temps, nous publions le rapport et le dernier rapport en date était le rapport 2017. Mais il fallait que nous puissions publier un nouveau rapport, le rapport 2018, avant la fin de l'année 2020. Mais avec les contraintes liées à la pandémie à coronavirus, le conseil d'administration de l'ITIE international a voulu que nous puissions publier un rapport dans un nouveau format que nous appelons un rapport assoupli. C'est-à-dire, il y a certaines phases qui ont été mises à l'écart liées aux contraintes de la pandémie à coronavirus. Mais alors, oui, je vous en prie. Oui, alors c'est dans ces conditions-là que nous nous sommes plongés à rédiger notre rapport. Et quels sont les éléments qu'il y a dans ce rapport ITE? Qu'est-ce que les éléments que nous sommes en train de divulguer? Les informations traitées dans le rapport, il y a toutes les informations liées au contexte de l'exploitation de l'industrie extractive dans notre pays. Nous disons par industrie extractive l'industrie minière et pétrolière. Ce sont les éléments qu'il y a dans ce rapport. Il faut se mettre sur toute la chaîne de valeur de l'exploitation
de la signature de contrat jusqu'aux dépenses sociales que les entreprises effectuent. Toute l'information se trouve dans le rapport et nous essayons d'y rentrer en profondeur. Exceptionnellement, avec ce rapport, nous sommes rentrés aussi sur le contexte particulier de l'impact de la pandémie à coronavirus sur l'exploitation minière et pétrolière dans notre pays. Mais on se rend compte, vous évoquez beaucoup la pandémie, mais selon les chiffres que nous avons, c'est comme s'il n'y a pas eu de pandémie dans le secteur minier parce que beaucoup d'entreprises ont augmenté leur production. Ce qui est vrai, c'est que les chiffres sont très clairs. La production a même augmenté pendant cette période Oui. parce qu'il y a eu une politique. On a confiné certains agents qui sont à la production dans certaines mines. Ce qui fait qu'ils ont continué à augmenter la production. Mais ça a quand même eu un impact parce que vous verrez, c'est le monde entier qui était frappé. Mais quand vous faites les exportations, est-ce que la redevance minière a suivi instantanément? Peut-être pas, parce que dans d'autres pays, les frontières étaient fermées où il y avait beaucoup de difficultés. Mais on va y revenir lorsque nous allons voir quels sont les résultats des travaux de toute notre publication. Nous allons voir tous ces éléments, tous ces chiffres en profondeur. Mais il était question dans tous les différents rapports de publier simplement les taxes que les entreprises paient à l'État. Mais j'ai cru comprendre que vous avez un peu élargi les informations recueillies. Parce que vous parlez même de la signature de contrat. Est-ce que c'est c'est une attribution de l'ITIE, ça? Oui, mais lorsque nous lisons, Willy, le code minier est très clair, surtout le code minier révisé. Il parle des exigences liées à la transparence et à certaines normes internationales. Dans le code minier, on nous parle de la publication des contrats. Et il y a eu un décret en 2011 qui a obligé toutes les entreprises publiques du secteur extractif et l'État congolais à publier tout contrat lié à l'exploitation des ressources naturelles. C'est pour dire quoi? Dans le rapport ITIE, il y a les informations contextuelles. Comme on l'a dit ensemble, nous avions vécu cette ITIE de publier ce que vous payez. Nous nous arrêtions sur les chiffres. Mais les chiffres n'étaient pas éloquents. On ne pouvait pas bien comprendre pourquoi on ne faisait pas beaucoup de recettes. C'est pour ça qu'on a élargi l'assiette de publication aux données contextuelles qui permettent d'expliquer maintenant les chiffres. Maintenant, c'est dans ces données contextuelles que nous devons publier maintenant les contrats. Vous savez que les contrats miniers, dans les contrats miniers, on retrouve plusieurs recettes que les entreprises du portefeuille de l'État engrangent. Alors, c'est dans ces contrats, et vous savez que dans ces contrats miniers, on retrouve certains paiements tels que les pas des portes, les royalties, dont une partie rentre au trésor public. Donc, nous devions comprendre, nous devions publier les contrats, les lire et comprendre qu'est-ce qui est dû à l'État. Donc, il fallait comprendre le contexte de l'exploitation en commençant par les contrats, les attributions ou les octrois des titres miniers ou titres pétroliers, et voir même comment est-ce que le cadastre minier et pétrolier sont gérés. Nous devons avoir sur le contexte. Vous savez, la redevance minière ou les taxes minières, il y a l'assiette qui est constituée par la quantité et les qualités des exportations. Donc, nous devons voir qu'est-ce qui est produit et qu'est-ce qui est exporté. Ça, c'est dans le contexte pour voir est-ce que réellement le revenu généré, c'est vraiment celui-là. Donc, il y a beaucoup d'éléments contextuels qui viennent expliquer pourquoi est-ce que les chiffres sont ceux-là que nous présentons. Évidemment, ça vous a donné une arme de compréhension, une arme d'analyse du secteur minier. Ça doit vous avoir donné la capacité d'expliquer cette forme de contradiction. Aujourd'hui, il y a un débat, un grand débat dans le pays. D'ailleurs, un débat qui est alimenté par des personnes vraiment attitrées, parce que ce sont des personnes qui ont géré ou qui continuent à gérer des pans entiers de notre économie. Ce débat-là voudrait dire que l'exploitation minière dans le pays ne profite pas au pays. D'ailleurs, ça peut être dit par des ONG, je peux comprendre, mais quand c'est dit par ceux qui gèrent en disant, voilà, il y a eu 15 milliards d'exportations
15 milliards de dollars de ce qui a été les chiffres d'affaires du secteur minier. Le pays n'en a engagé qu'1 milliard et ce n'est pas juste. En tenant compte du contexte dans lequel vous avez fait votre rapport, peut-on dire que cette affirmation est justifiée? Peut-on vraiment dire que le pays ne profite vraiment pas du secteur minier? Ou bien c'est une redondance idéologique qui est faite généralement par des gens qui se sont toujours battus contre le secteur? Vous qui êtes expert, est-ce que l'on peut dire ça? Mais Willy, moi je commencerai d'abord par donner des chiffres pour que nous puissions comprendre et on va remonter sur le contexte. D'accord. Nous avons vu qu'en 2018, 2019 et le premier semestre 2020, que l'État a engrangé plus de 6 milliards 500 millions de dollars du secteur extractif. Et sur les 6 milliards, il y a 5 milliards 900 qui viennent du secteur des mines et 483 millions du secteur des hydrocarbures pour toutes les années, donc 2018, 2019 et le premier semestre 2020. Lorsque nous regardons ce chiffre, nous disons que face à l'exportation, on a atteint 1 million de tonnes de cuivre et près de 90 ou 100 000 tonnes de cobalt que l'on a exporté. Pourquoi est-ce que c'est faible? J'ai dit tout à l'heure, le contexte est très simple. Les contrats. Il y a quelques années... Mais on a révisé ces contrats. Non, même après la révision de ce contrat. Le code. Même après la révision de ce contrat, quelle est la participation des entreprises du portefeuille de l'État dans ces JV? C'est d'abord ça, parce que quand la GECAMINE était seule, quand l'AMIBA était seule ou la Sodimico, elle engrangeait des dividendes qui revenaient à 100% au trésor public, donc à l'État actionnaire. Maintenant, la GECAMINE a eu une participation dans certaines JV autour de 20%. Tout ça. Il faut vous attendre qu'elle puisse engager aussi 20% des dividendes et autre chose. Donc, il faut regarder cela. D'abord, tout est parti sur la signature des contrats. Et la signature des contrats impacte le revenu final. Et sans oublier que tous les contrats intermédiaires, les contrats de service, de transfert de compétences, les contrats de commercialisation, tout impacte le revenu final. Lorsque une JV ou une entreprise qui est en RDC traite avec ses filiales, est-ce que notre administration fiscale a les capacités d'analyser le prix de transfert pour comprendre qu'il n'y a pas eu une pratique de prix de transfert? Donc, c'est tous ces éléments-là qu'il faut mettre dans le contexte de l'exploitation pour dire que, attention, les contrats, peut-être, on ne les a pas très bien négociés. Et est-ce que nous avons la maîtrise de tout ce qui se passe dans les signatures, dans les contrats intermédiaires et les contrats de commercialisation pour vérifier réellement le revenu dû à l'État? Parce que les chiffres que nous avons à l'ITE sont des chiffres certifiés, sont des chiffres exhaustifs. Parce que nous les recevons de quelle manière? Les entreprises nous les déclarent avec la signature d'un haut responsable et un contreseing d'un commissaire aux comptes. Et du côté de l'État, on a un haut responsable qui signe sur les chiffres que l'on nous fournit et un contreseing de l'inspection générale des finances. Pour ce qui est de la déclaration, nous, on dit les données sont exactes, exhaustives et fiables. Maintenant, le problème, il faut rentrer dans la profondeur de la pratique qu'il y a dans le secteur. D'accord? On commence par la signature des contrats. Ça, c'est très important. Et les contrats intermédiaires, il faut les maîtriser pour comprendre pourquoi est-ce que le revenu est faible. Bon, je me demande si vraiment les revenus sont faibles. Admettons que la GECAMINE, par exemple, s'il n'avait pas signé des JV, s'il n'y avait pas eu la promulgation du Code minier en 2002, la situation de la GECAMINE et d'autres entreprises du portefeuille, vous pensez que nous aurons même pu atteindre 1 milliard? Personnellement, je dis que nous étions dans les années 90 et 2000 dans des situations très difficiles parce que les entreprises du portefeuille de l'État manquaient des capitaux frais pour relancer la production. Ces capitaux sont arrivés par les JV? Ces capitaux sont arrivés par les multinationales et ça a permis à ce qu'on relance le secteur. Mais l'analyse faite sur les contrats qui ont été signés montre qu'il y a eu beaucoup de problèmes à ce niveau-là. Mais il pouvait se faire.
Oui, on pouvait signer dans les meilleures conditions. Mais qui va Ça, signer? Les meilleurs des Congolais, les meilleurs, vous êtes vous-même ingénieur à la base, les meilleurs des Congolais se sont mis ensemble pour d'abord écrire avec la Banque mondiale le Code minier 2002. Quand on s'est rendu compte que les contrats étaient léonins, on a fait 2 ans de révisitation des contrats ici. 2 ans. Pour que l'État puisse avoir les maximums à tirer dans ces JV. Et puis quand on a terminé cette période de 2 ans, on n'était toujours pas satisfait. On a dit, bon voilà, nous allons maintenant changer le code lui-même. Voilà, ça a eu tout l'impact que vous connaissez. Le code a été révisé. Nous sommes donc à un 3e changement des règles de jeu dans une 20aine d'années. Et j'apprends, et peut-être que j'ai tort, mais j'apprends aussi que ce code-là, révisité ou révisé, est en voie de révision. Donc on va encore le soumettre à des changements dans un système fondamentalement déclaratif. Comment vous pensez que, est-ce qu'on peut nous prendre au sérieux? Non. Le problème dans notre pays, d'abord, est-ce que nous avons fait une évaluation du code minier de 2002? Est-ce qu'on l'a évalué? On a vu. Je sais qu'il y a eu des tentatives sinon on n'aurait pas révisé. D'évaluation. Il y a eu des tentatives. Mais est-ce que vous avez eu un rapport clair qui a évalué ce que ça produit? Mais lorsque nous analysons les faits, nous comprenons qu'il y a eu plusieurs investissements. Donc, c'était un code favorable aux investissements. Mais le problème de notre pays, je pense que ce n'est pas foncièrement les textes, c'est l'application des textes. Parce que, regardez aujourd'hui, les entreprises du portefeuille de l'État, dans le cadre du rapport que je viens de publier, nous avons fait une revue des états financiers de 9 entreprises du portefeuille de l'État. Qu'est-ce que nous constatons? Dans la revue financière, on a remarqué que de toutes les 9 entreprises, aucune entreprise n'a observé la loi sur la passation de marché lorsque elles font les cessions de leurs actifs. Mais elles ont des procédures internes. Mais la loi voudrait qu'elles puissent respecter la loi relative au marché public. Parce que ce sont les entreprises du portefeuille. En obtenant le quitus de non-objection. Oui, à l'ARMP. Mais ce qui n'a pas été fait. L'auditeur que nous avons mis sur cette question a analysé et nous a expliqué quelles sont les pratiques qui sont dans les entreprises. Mais ces pratiques, ce ne sont pas les pratiques de la loi. Donc, il faut que nous puissions nous remettre en question. Pourquoi est-ce que nous-mêmes, nous n'observons pas nos propres textes? Donc, ça, c'est le premier pas. Je sais qu'on a fait une révision, mais nous devons observer le texte dans notre pays. Même ce qu'on a engrangé avec ce code minier que l'on a révisé. Il y a quelque chose de très positif. Regardez. Il y a le paiement de la redevance minière dans les comptes désignés et des provinces et des ETD. Mais la loi, si vous regardez les évolutions des chiffres, les ETD et les provinces commencent à recevoir beaucoup d'argent comparativement à la rétrocession. Mais est-ce que nous avions accompagné les ETD pour avoir des structures pour la gestion de cet argent-là? Dans le rapport que nous publions, nous avons remonté tous les chiffres que les entreprises ont payés pour le compte des ETD et des provinces. Nous avions remonté tous les chiffres. Mais, quand vous analysez, est-ce que les réalisations en province sont comparables aux chiffres reçus? Et aussi, de l'analyse, de la constatation et de la liquidation faite par le ministère des Mines, il y a un grand problème. Le problème, c'est lequel? Les ETD n'ont pas reçu ce qu'elles devaient recevoir. Pourquoi? Parce que dans les ETD, il n'y a aucune régie financière. Elles n'émettent pas des notes de perception. Donc, elles subissent le paiement qui est effectué. Mais ce paiement-là est effectué sur base d'un calcul. Le calcul est fait par la division de mines. Il y a une note de débit. Mais quand la note de débit passe, il faut qu'une administration provinciale ou de l'ETD émette une note de perception. Mais quand la note de perception n'est pas émise, certaines entreprises ne payent pas. Ce qui fait que dans le rapport que nous avons, la DGRAD a engrangé autour de 589 millions de dollars.
Supposons qu'elle, par la pratique, comme elle est habituée, elle a bien fait son travail. C'est un postulat que je mets juste. Parce que même de ce côté-là, il peut y avoir des petits problèmes. Mais restons dans le postulat. Ce qui fait que les provinces devaient recevoir 284 millions de dollars. Willy. Les ETD, 176 millions de dollars. Et le fonds minier, qui est un fonds pour les générations futures, devait être autour de 117 millions de dollars. Mais qu'est-ce que nous avons eu comme déclaration des entreprises ou de toutes les parties prenantes? Les provinces ont eu 222 millions de dollars. Un écart de 72 millions. C'est énorme. Les ETD ont eu 87 millions. Un écart de 89 millions de dollars. Le compte fonds mine, le fonds minier, au 30 juin 2020, il y avait 23 millions. Ce qui fait un écart de 94 millions de dollars. Alors, nous nous sommes posé une question dans l'analyse de ces chiffres pour demander aux ETD et pour le compte du fonds minier, pourquoi est-ce que les fonds sont très bas? Les entreprises pour le compte du fonds minier ont été claires. Elles ont dit, écoutez, en face de nous, il n'y a pas d'administration. On ne nous a pas envoyé des notes de perception. Vous savez que qui paye mal, paye double. Alors, les entreprises étaient très prudentes. Mais les 23 millions là viennent d'où? Ce sont les entreprises que nous appelons, avec toutes les parties prenantes, les entreprises citoyennes. Elles se sont dit, nous devons payer sur base des notes de débit. Ces entreprises ont payé en prenant de gros risques parce qu'il n'y a pas eu de titre de paiement. Alors, il y a ce gros écart. Dans notre rapport, nous montrons de manière claire qu'il y a 35 entreprises minières qui n'ont pas procédé au paiement du fonds minier. Elles attendent que l'administration se mette en place. L'administration des ETD? Non. L'administration du garde de Gérard? Le fonds minier, il fallait créer une institution fonds minier pour encadrer ce paiement-là. C'est cette administration. Et ça dépend du ministère des Mines ou bien ça dépend du ministère des Finances? Ça dépend du gouvernement. Donc, entre le ministère de Mines et le ministère de Finances, ils devaient se mettre d'accord. Je pense qu'il devait y avoir un décret. Et le décret avait déjà été pris, mais l'institution n'est pas encore mise en place. Donc, c'est pour mettre en place une structure. On prend 2 ans et demi et le fonds minier reste entre les mains des opérateurs miniers qui, aujourd'hui, peuvent fermer. Ils peuvent partir comment est-ce que vous allez recouvrer cet argent? Donc, vous avez découvert. Et pour les ETD, les ETD aujourd'hui manquent de capacité pour contrôler les flux qui entrent. Parce qu'elles subissent, et on a vu dans d'autres provinces où ce sont les administrations provinciales qui les aident. Mais est-ce que ce suivi est vraiment efficace? Donc, il y a des sérieux problèmes à ce niveau-là. Et là, nous allons continuer à dire, est-ce qu'il faut revoir le code minier ou il faut que nous améliorons nos pratiques d'abord pour qu'elles soient conformes au code minier avant de le revoir. Ce sont des gros problèmes à ce niveau-là. Mais néanmoins, la redevance minière, quand nous la comparons au temps de la rétrocession, il y a une montée exponentielle. Parce qu'en 2017, la rétrocession était de 8 millions de dollars. Le premier semestre 2020, on était autour de 5 millions. Mais avec le paiement dans les comptes désignés des provinces, le deuxième semestre 2018, on est monté à 59 millions. Et en 2019, pour le besoin de la compréhension, quand vous parlez de rétrocession, vous parlez de quoi? La rétrocession, si vous regardez dans le code minier de 2002, le paiement de la redevance minière devait venir au pouvoir central. Et puis on rétrocédait les quotités aux provinces et pour les ETD. Mais quand l'argent arrivait au trésor, il ne sortait pratiquement plus. C'était très peu qui retournaient. Maintenant, là, on paye directement. Maintenant, on paye dans des comptes désignés des provinces et des ETD. Donc, il y a une montée vertigineuse, c'est le bon côté de la révision du code minier. Mais il y a un problème aussi. Surtout pour les infrastructures de base dans nos communautés. Le code minier de 2018 a prévu le paiement
de la dotation du 0,3% du chiffre d'affaires. Nous, on a eu les déclarations des opérateurs miniers. Le chiffre d'affaires en 2018, un peu moins de 10 milliards de dollars pour tous les secteurs. En 2019, autour de 10 milliards. En total, un peu moins de 20 milliards de dollars. Ce qui fait que 0,3%, ça représenterait 60 millions de dollars que l'on ne paye pas. Ça, c'est le 0,3% du chiffre d'affaires, l'argent qui devrait aller pour le compte des ETD, pour les infrastructures de base. Mais parce qu'il y a eu un retard dans la signature de l'arrêté interministériel entre le ministère des Mines et des Affaires sociales pour activer tout le mécanisme, cet argent est encore entre les mains des opérateurs miniers. Alors, regardez, analysez. Une petite analyse, nous savions tous ici qu'une école standard, c'est près de 150 millions. Une école de 6 classes... 150 000 dollars. C'est 150 000 dollars. Une école de 6 classes, une direction, les latrines et tout ça, c'est 150 000 dollars. Mais 60 millions que l'on n'a pas engrangés pour les infrastructures de base dans nos ETD. Un peu, c'est 400 écoles. C'est-à-dire que pendant ces 2 années et demie, couverts par ce rapport, si cet argent était mobilisé, on aurait eu 400 écoles. Et ça, vous ne direz pas que c'est un problème de texte. C'est un problème d'homme. C'est un problème d'homme, c'est un problème de gouvernance. Voilà. Mais du côté de la transparence, tous les chiffres, nous les montrons. Au moins, la RDC est transparente. Elle a montré tout, mais c'est la gouvernance qui pose problème. Ah oui, évidemment. Est-ce que dans les rapports que vous avez publiés, les ETD, donc, elles aussi, elles déclarent ce qu'elles perçoivent? On peut retrouver les chiffres des ETD? En fait, pendant que nous lancions la campagne pour la récolte de données de cette année, nous étions sous état d'urgence et puis il y avait ce problème du contexte à coronavirus, ce qui fait qu'on n'a pas formé les ETD. Mais le comité exécutif a quand même fait des gros efforts pour que nous puissions les rencontrer. Alors, il y a plusieurs ETD, mais pas toutes, qui ont déclaré, parce qu'on a fait le porte-à-porte. Hein? Mais les entreprises du secteur nous ont déclaré tout ce qu'elles ont payé. Versé aux ETD. Oui, oui. Alors, ce qui fait que nous avons au moins les chiffres qui sont des chiffres certifiés de l'argent qui est arrivé dans les ETD, et certains ETD ont déclaré aussi. Mais dans le cadre de ce rapport, ici c'est le rapport de base. Le comité exécutif a souhaité aussi faire 6 études thématiques, qui sont des thématiques très particulières pour nous aider à rencontrer aussi les 13 mesures correctives que nous devions mettre en œuvre pour arriver à un niveau élevé de transparence. Évidemment. Les études thématiques. Oui. L'une, elle concerne la redevance minière. Nous sommes en train de voir toutes les quotités de la redevance minière qui a été payée et nous allons voir les affectations aussi. Est-ce que les ETD ont affecté cette redevance minière aux infrastructures de base? Donc, il y a une étude aussi sur le projet Sicomine, le contrat sino-congolais. Qui devait... Nous sommes en train, parce que vous savez... Il faut rappeler un peu pour les téléspectateurs, c'est un projet sur le contrat chinois, appelé contrat chinois, où le Congo donnait des gisements miniers et recevait des infrastructures. Mais est-ce que c'est à votre niveau d'en faire l'évaluation? Non, c'est un problème qui concerne les ressources naturelles de notre pays. D'accord. Et l'ITIE est sur toutes ces questions de transparence dans ce secteur-là. C'est-à-dire qu'à notre niveau, nous, à l'ITIE, nous appelons ça, c'est un contrat qui s'apparente au type troc. Comme vous dites. C'est vraiment un troc. C'est vraiment le type troc. Alors, nous voulons voir, est-ce que dans ce genre de contrat, nous avons le même niveau de transparence? C'est pour ça que depuis 2005, on n'a jamais fait une évaluation. Le comité exécutif aujourd'hui a décidé une étude thématique que nous puissions évaluer ce contrat pour que nous puissions tous comprendre où est-ce qu'on en est. Bon. Nous sommes en train de faire cette étude. Vous avez dit qu'il y a 6 études. Il y a 6 études la troisième. thématiques. La troisième, c'est sur l'octroi
des titres et des titres miniers et des licences. Vous savez que nous sommes en train de parler du secteur des mines ici. Est-ce que les gens connaissent il y a combien de titres miniers qui sont valides dans le pays actuellement? C'est un problème. Les gens ne connaissent pas. C'est au cadastre minier de publier. Le cadastre minier le publie toujours. C'est sur les sites. Mais les gens ne s'approchent pas du site pour exploiter ça. Vous savez qu'au 30 septembre 2020, il y a 3219 titres valides. Les gens ne le savent pas. Et le cadastre minier le publie bien par province. Vous pouvez bien le voir et suivre. Et même les noms des entreprises ou des propriétaires de ces titres miniers sont connus. Mais toutes ces informations, nous le reportons dans le rapport ITIE. Les contrats sont dedans, sont sur les sites du cadastre minier, sont sur le site donc de la CTCPM ou du ministère de Mines. Mais nous, les sachants congolais, nous ne les exploitons pas. Nous restons dans le débat sans fondement. Alors, je vais poser une question. Évidemment, nous allons progressivement vers la fin de cette émission. Dans les différents rapports publiés des années antérieures, il y avait une problématique, un débat souvent. C'était le débat des écarts. On a même, à un moment donné, nous avons même fait pratiquement une saga judiciaire ici, où on parlait de l'argent détourné. 600 000, vous vous rappelez, à l'époque, on parlait de beaucoup d'argent qu'on ne retrouvait pas. Alors, d'abord, comment vous approchez la question des écarts? Ensuite, est-ce que vous avez constaté des écarts dans le rapport actuel? Et à quoi est dû cet écart-là? Les écarts sont dus à quoi? Est-ce que c'est une question de gouvernance? Parce que si moi je paye 100 $, je déclare 100 $, l'État doit déclarer 100 $. Mais comment ce que je déclare, c'est parce que l'État reçoit? Entre-temps, qu'est-ce qui se passe? Comment vous approchez la question des écarts? Willy, j'ai dit que le rapport que nous avons publié, nous l'appelons un rapport assoupli. Donc vous n'avez pas évalué. C'est-à-dire que mais vous avez quand même constaté on s'est écarté de ce standard-là. D'accord. Mais vous savez que dans ce contexte très difficile, l'ITE a décidé de garder la flamme de la divulgation des données. On s'est écarté un peu de cet écart, mais le comité exécutif de l'ITE chez nous avait dit, si vous constatez un écart de 500 000 $, vous vous rapprochez des parties prenantes pour avoir des soubassements. Oui, oui. Donc, l'exercice a été fait pendant tous les 6 mois. Donc, là où on constatait des gros écarts, on se rapprochait et des administrations et des entreprises pour comprendre et vous avez réussi à les explications. Soubassements. Mais l'essentiel n'est pas de regarder sur les écarts actuellement. Les problèmes fondamentaux, par exemple aujourd'hui, nous regardons sur l'analyse claire de la redevance minière. Si vous regardez cette redevance minière, vous comparez seulement les chiffres reçus par la DGRAD, par les directions provinciales et par les ETD, vous sentez qu'il y a une disproportion qui n'obéit pas à la règle de 50, 25, 15 et 10%. C'est déjà des gros écarts sur lesquels nous relevons. Nous voulons qu'il y ait un débat public. Pourquoi est-ce que les ETD aujourd'hui n'engrangent pas l'argent qui devait leur revenir? C'est ça le débat. Au niveau de la transparence, on a fait des gros pas. Le rapport montre tout. Maintenant, il faut que vous et nous puissions engager un débat public pour améliorer la gouvernance. Et vous savez que dans ce secteur, certaines provinces sont en conflit ouvert avec les RZTD. Et pourtant, ça ne devrait pas. Oui, mais la Constitution est claire sur cette question. La compétence est d'attribution. Les provinces ne devraient pas s'immiscer dans la gestion de l'argent des ETD. Comme le gouvernement central ne peut pas entrer dans le trésor provincial. Là, c'est clair. Mais il y a des points où, quand vous regardez, vous êtes un gouverneur de province, une ETD qui n'a aucune structure, qui reçoit plusieurs millions. Est-ce que vous le laissez? C'est une question. C'est là que vous devez dire que, est-ce que nous les accompagnons, nous les encadrons? Parce que vous savez bien, Willy, que chaque ETD devrait avoir un plan de développement local. Et cet argent de la redevance minière du 0,3% est
des cahiers de charges qui sont signés devraient alimenter ce plan de développement local pour que nous puissions avoir un développement qui part de la base. Mais des ETD qui ont reçu plusieurs millions de dollars. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez affirmer que cet argent a été géré de manière orthodoxe? C'est pour ça que moi je dis, il y a certains gouverneurs se trouvant dans cette difficulté, ils ont dit, ah, est-ce qu'on peut les accompagner? Mais s'il y a eu des immixtions, moi je dis c'est contre la loi, mais ils avaient l'obligation... Certains sont allés plus loin. Moi je pense qu'ils avaient l'obligation de les accompagner. Il y a même des gouverneurs qui ont écrit aux entreprises, se basant sur cette éventuelle faiblesse des ETD, pour que les fonds soient non pas versés aux ETD, mais à la province. Et que la province elle-même allait redistribuer, ce qui est contre la loi. Il y a eu beaucoup de problèmes. La loi est sortie en 2018, mais est-ce que les ETD en 2018 avaient leur plan de développement local? Est-ce que les ETD avaient leur régie financière? Non. Est-ce qu'il y avait des organes délibérants dans les ETD pour le contrôle? Non. Alors, je pense que nous étions dans cette confusion-là. Il ne suffit pas que nous puissions avoir une loi, mais il faut des mesures d'accompagnement aussi. Et il faut que dans les ETD, que toutes les structures soient en place. Donc et je pense qu'on était dans une situation où il y avait un grand vide. C'est normal. C'est normal qu'il y ait cet imbroglio. Alors, mais je pense qu'il faut vite corriger. Parmi les corrections, donc vous êtes content des visites opérées par l'IGF dans certaines provinces. L'IGF était dans le Lualaba, au Katanga, dans certaines provinces minières, pour pouvoir revisiter ce qu'eux-mêmes ils ont appelé la mise en place de la chaîne des recettes, la chaîne des dépenses. Mais moi, je suis très content. D'abord, les chiffres que nous révélons dans notre rapport montrent qu'il y a un problème de gouvernance pour ces chiffres-là. Et quand nous publions les rapports à l'ITE, ce n'est pas pour que ça reste dans un tiroir. C'est pour que les institutions comme l'IGF, la Cour de compte, le Parlement, et national et provincial, se saisissent de ces données pour aller faire le contrôle. Nous sommes partisans de ce contrôle qui peut aboutir à des situations judiciaires. Donc, nous voulons que l'IGF puisse continuer, mais que l'IGF se saisisse de toutes les informations parce qu'elles sont fiables et exhaustives pour aller faire ce contrôle afin que chacun puisse... Vous savez, c'est une question de la redevabilité. On ne fait pas de la transparence, de la bonne gouvernance sans redevabilité. Quand je vous entends parler, je suis presque heureux d'entendre un homme compétent exprimer tous ces chiffres. Mais j'aurais été totalement heureux si nous étions déjà un pays validé. La validation traîne. Comment se fait-il que vous avez tout ça? La validation, elle ne traîne pas. Elle traîne, ça fait quand même elle depuis 2005 nous sommes membres. Non, on a eu la première validation. Sous les premières règles de l'ITE, nous avions atteint le stade de pays conforme. Oui. Mais quand la norme a évolué, il fallait une nouvelle validation. Et elle s'est opérée en 2019. Nous avions 13 mesures correctives à appliquer. Donc nous étions recalés un peu. On était recalés et que la prochaine, qui était fixée au 16 avril 2021, elle devrait commencer. Mais à cause du contexte... Celle qui est reportée en 2022. Mais nous devons commencer à la préparer dès aujourd'hui. C'est pour ça que nous avons un plan de travail avec toutes les activités et un axe spécifique pour que nous puissions arriver à ce stade élevé de transparence. Déjà, le rapport que nous avons publié avec toutes les informations contextuelles et toutes les informations financières montre que le pays a atteint un niveau élevé de transparence. Je ne parle pas de la gouvernance, là c'est une autre paire de manches. Mais la transparence, elle est là. Et puis, nous avons un plan de travail. Il y a des activités que nous devons mettre en toute urgence avant le mois de décembre pour que nous puissions corriger certaines petites failles et que nous puissions aussi terminer avec les études thématiques. À ce niveau, moi, je suis très confiant. D'ici le mois de décembre, si le gouvernement, qui est notre premier bailleur, met la main à la poche et finance les activités urgentes du plan de travail, je crois que nous allons arriver au statut de pays dont la transparence est élevée. Monsieur Kayembe, écoutez, il y a trop de si dans votre discours. Oui, mais le problème c'est que... Il y a trop de si. Écoutez, est-ce que d'abord vous recevez les moyens qu'il faut? Je vous avais déjà dit, si le gouvernement met la main à la pâte,
alors que nous savons que le gouvernement, ça fait de plus en plus des sujets sur lesquels le gouvernement ne finance pas. L'ITIE peut survivre sans financement du gouvernement? Impossible. Voilà. Est-ce que l'ITIE... Parce que c'est le gouvernement qui met en œuvre le processus de transparence. Nous sommes au mois d'avril. Nous sommes au mois d'avril. L'ITIE pense recevoir ses financements avant la fin de l'année pour engranger les 13 mesures correctives. Moi, je dis que c'est vrai que c'est un problème, qu'il y a beaucoup de retard dans le paiement. C'est pour ça que nous pensons qu'avec le nouveau gouvernement, sous le leadership du Premier ministre actuel, qui connaît très bien le secteur. Qui connaît bien le secteur, vous savez que quand il était encore à la Gécamine, oui, il a permis en 2 mois que nous puissions publier plus de 100 contrats miniers qui étaient gardés. Donc, nous croyons, comme il est engagé dans le processus de transparence et de bonne gouvernance, qu'il ne va pas laisser dans les oubliettes le processus ITE. Vous savez que d'ici le mois de décembre, si on n'atteint pas un niveau élevé, le pays risque sa suspension ou sa radiation. Donc, et là, ça va jouer sur la crédibilité. Et le climat des affaires. Et comme vous regardez aujourd'hui, tous les partenaires demandent de la transparence dans le secteur des ressources naturelles. C'est même dans les conditionnalités. Mais si le gouvernement veut bien que nous puissions être mieux cotés et par les partenaires, que le climat des affaires puisse s'améliorer, je pense que le gouvernement financera. Je crois au leadership du Premier ministre et à l'implication du chef de l'État que les choses devront bien marcher. Sans être indiscret, parce que c'est quand même une activité stratégique, ce n'est pas un secret, pour que nous puissions arriver à cette conformité, l'ITIE a besoin de combien de ressources? Le plan de travail est très clair. Nous avons fait un plan triennal. Et pour l'exercice 2021, nous sommes autour de 4 millions de dollars pour la mise en œuvre. Seulement. Nous sommes autour de 4 millions de dollars pour la mise en œuvre de ces activités. Voilà. Donc, seulement, je ne sais pas. Je sais que le gouvernement a beaucoup de priorités. Mais ça aussi, c'est une priorité des priorités. Laissez-moi parler au gouvernement. Merci. Je pense que le gouvernement a entendu ce soir et je vous ai pratiquement forcé à sortir les chiffres. Mais nous sommes dans le domaine de la transparence. Nous devons savoir par quoi passe cette transparence et de bonne gouvernance. Le Premier ministre qui nous suit ce soir a entendu simplement 4 millions pour que l'ITIE puisse engranger les activités nécessaires afin que le pays, pas l'ITIE, le pays soit un pays conforme. Nous avons le droit d'être un pays conforme parce que les efforts de transparence sont effectivement obtenus. Depuis 2005, nous sommes en train d'aller progressivement avec cette transparence, mais surtout aussi avec les poursuites judiciaires qui sont partout pour la mauvaise gouvernance et le détournement des ressources. Ce serait une très bonne chose si l'ITIE y arrive aussi. Voilà, j'ai fait ma petite plaidoirie pour vous, parce que je pense que le Premier ministre qui nous suit va certainement suivre, et le président, bien sûr, décidera. 4 millions, c'est pratiquement rien pour le destin d'un pays. Ça, c'est sur toute l'année. Hein. J'ai compris. Cela peut être donné de manière modulaire. Je sais que vous êtes... soyez calme, le président peut décider de ça en une fois. Il faut que l'on finance l'ITIE, parce que si on ne finance pas l'ITIE, nous sommes en train de perdre les produits, les résultats de beaucoup d'années de transparence. On en a droit. Voilà, nous allons terminer cette émission, M. Kayembe. Évidemment, vous êtes nouveau dans ces postes, mais vous êtes ancien dans l'ITIE. Donc, vous ne pouvez pas dire que vous ne connaissez pas les thématiques. Alors, aujourd'hui, vous avez un nouveau ministre de plan qui est d'office le président du comité national. Est-ce que vous êtes déjà entré en contact avec lui? Et comment va se faire la collaboration entre le comité exécutif et la coordination? Parce que par le passé, ces deux structures étaient vraiment en conflit et ont malheureusement retardé l'avènement de cette conformité. C'est ça ma dernière question. Je te remercie beaucoup, Willy, pour cette question. Il ne devrait pas y avoir de conflit entre le comité exécutif et le secrétariat technique. Pourquoi? Parce que les textes sont clairs. Le comité exécutif, c'est comme le conseil d'administration. Et le secrétariat technique est dans l'opérationnel. Il ne devrait pas y avoir de conflit. Les textes sont clairs à ce niveau-là. Je ne sais pas par le passé, mais pour le moment,
Je sais que nous avons adressé les vœux à son Excellence le ministre d'État. Et nous croyons, parce que par les années passées, nous avons travaillé avec lui quand il était ministre des Finances dans le Grand Katanga. Voilà. Il était très impliqué et les données de la direction des recettes du Katanga, nous les recevions sans problème. Nous croyons avec son leadership, avec son savoir-faire, parce qu'il l'a prouvé en ce temps-là, qu'il va bien conduire le processus ITE. Et nous profitons de cette occasion pour demander à tout le grand public, surtout aux sachants de la presse que vous êtes, qu'il faut se saisir des rapports ITE, des données ITE, pour que nous puissions continuer cette dissémination. Le rapport et les chiffres qui sont dans le rapport doivent être exploités. Nous devons les utiliser, les universitaires, les activistes de la société civile et surtout la presse, pour que nous puissions continuer à améliorer la transparence et la gouvernance du secteur des ressources naturelles dans notre pays. Merci beaucoup, M. Jean-Jacques Kayembe, coordonnateur ITIE RDC. Vous avez été notre invité et vous avez donné votre part et c'est une part substantielle. Merci donc d'avoir accepté notre invitation, mais surtout d'avoir mis à la disposition du public tous ces chiffres. Nous sommes membres de la presse, nous allons faire un effort pour que ces chiffres-là, et que nos amis, les collègues journalistes, puissent aussi s'approcher un tout petit peu quand même des chiffres. Les chiffres ne mentent jamais. Les chiffres sont ce qu'ils sont. Ils sont des chiffres. Merci donc d'avoir été avec nous. C'est aussi un plaisir pour moi de vous avoir présenté cette émission. J'espère vous retrouver la prochaine fois dans un autre numéro de Droit à la parole. Mais cette émission, en tout cas, elle vous sera diffusée sur Géopolis Télévision, mais aussi sur YouTube et sur d'autres canaux traditionnels. Portez-vous bien, au revoir. Merci beaucoup. Okay.